Bonjour à toutes et à tous. Donc on est ravis avec Chantal aujourd'hui, nous, de vous parler d'alimentation. Alors quand on pense alimentation, on doit penser à ces 30 tonnes d'aliments, 50 000 litres de boissons, c'est environ ce qu'on ingère en moyenne au cours d'une vie. Ce qui est passionnant dans ce sujet, c'est pour ça qu'on est content de faire de la recherche là-dessus, c'est une extraordinaire complexité, un mélange entre des facteurs protecteurs et des facteurs de risque pour la santé, donc des vitamines, minéraux, macro, micronutriments pour lesquels on commence à avoir pas mal on va dire de certitudes sur leur impact santé et beaucoup de choses aussi pour lesquelles on ne sait encore pas grand-chose sur les additifs alimentaires, les pesticides ou différents contaminants. Alors, on sait quand même assez de choses aujourd'hui pour dire que la nutrition fait partie des principaux facteurs de risque, ici de mortalité prématurée. Ce sont les chiffres du Global Burden of Disease, donc à la fois chez les femmes ou chez les hommes, vous voyez, qui sont en tête de liste des facteurs modifiables de décès prématurés. Et si on fait un focus sur l'exemple du cancer, et ici ce sont les chiffres pour la France, on voit qu'environ 40 à 50%, ça dépend des localisations, de cancers en France pourraient être évités en modifiant notre mode de vie. Alors vient en premier le tabac, évidemment comme facteur de risque modifiable, mais juste après, on a l'ensemble des facteurs nutritionnels, donc consommation d'alcool, alimentation déséquilibrée, surpoids, obésité, manque d'activité physique ou le manque d'allaitement par exemple. Alors sur la base de toutes ces connaissances à laquelle évidemment notre équipe contribue, on a pu mettre en place le Programme national nutrition santé, qui est dans sa 4e version à l'heure actuelle. Un des pans du Programme national nutrition santé, ce sont les recommandations. Vous devez au moins connaître, j'espère, les au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. Je ne vous ferai pas ici là, un cours sur l'ensemble des recommandations, on peut en parler pendant la pause et autour du déjeuner. Mais en tout cas, il y a pas mal de choses qui sont vraiment issues de la recherche et qui évoluent au fil des connaissances scientifiques. Alors, ok, c'est bien de savoir qu'il faut manger donc des fruits et légumes pas trop gras, trop sucrés, trop salés. On commence à en avoir la certitude. Mais comment on fait en pratique lorsqu'on se retrouve dans un pays comme la France et on a la chance d'avoir accès à tout un tas d'offres, une offre vraiment pléthorique en matière de choix alimentaires. Mais comment on fait nos choix au quotidien? Donc on a pour choisir nos aliments à peu près 2 secondes en rayon, avec des fois parfois ceux qui ont des enfants qui vous demandent d'acheter des choses et qui sont complètement, comme nous aussi d'ailleurs, influencés par le marketing. Ce qu'on voit en premier, c'est le marketing, ce sont les packaging des produits. Si on veut se poser la question de quel serait le meilleur ou le moins pire pour ma santé, la seule information obligatoire à laquelle on a accès, ce sont ces tableaux qui ressemblent un petit peu à des hiéroglyphes que vous pouvez voir sur le côté ou derrière les emballages et qui vont vous donner pour 100 grammes la quantité de sucre, de gras, de sel. Donc tout ça c'est bien beau, mais en fait personne ne consulte ça et ceux qui le voudraient, ça demande quand même un certain niveau d'études ou voilà, pour essayer de comprendre cela. Et donc, ce qu'on a voulu, c'est pouvoir traduire une information en face avant des emballages avec un logo qui, en un coup d'œil, donne une idée de la qualité nutritionnelle globale des aliments. C'est donc le Nutri-Score. Et donc, je vais passer la parole à Chantal, qui... Celle-là aussi, si tu veux. Bon, d'accord. Alors, je vous explique le Nutri-Score en un mot. Il est basé sur... on a intégré là-dedans les paramètres nutritionnels pour lesquels l'impact sur la santé est le plus avéré. Donc, il y a des facteurs qu'on souhaite plutôt limiter, comme le sel, le sucre, les calories au 100 grammes ou les acides gras saturés. Et au contraire, des facteurs à favoriser, comme la part de fruits et légumes dans les aliments, la teneur en fibres ou encore en protéines. Et donc, un algorithme qui intègre ces différentes dimensions a été créé, a été validé, et vous allez voir tout le travail qu'il y a derrière, et notamment conduit par Chantal. Ce qui est intéressant aussi dans le Nutri-Score, on pourra peut-être en discuter, c'est qu'il est destiné à évoluer aussi avec l'avancée des connaissances scientifiques. Et donc, si les politiques veulent bien un jour valider les modifications de l'algorithme, il devrait y avoir une nouvelle version en 2024 qui prend en compte les progrès de la science. Donc je laisse la parole à Chantal. Merci beaucoup et puis merci à tous d'être là, de nous avoir invités à présenter nos travaux sur les 10 dernières années. C'est vrai que Nutri-Score, ça a démarré quasiment au début du CRES, parce que les premiers travaux c'était en 2013 et 2014. Donc
c'est bien gentil de dire, OK, on va mettre tout ça dans un algorithme, mais qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie et en quoi est-ce que ça peut aider le consommateur? Alors, globalement, l'objectif du Nutri-Score est quelque part, un des éléments qu'on a pu identifier, c'est que ça permet d'identifier la qualité nutritionnelle des produits et de réaliser des comparaisons, en particulier entre des produits qui sont utilisés à peu près au même moment. Et il y a une grande variabilité finalement dans la composition nutritionnelle des différents produits. Par exemple, pour des produits de petit déjeuner, vous allez avoir le pain complet qui va être A, mais si vous prenez un pain au chocolat, globalement, c'est pas la même. Mais même à l'intérieur d'une catégorie de produits, comme les céréales du petit déjeuner, on a beaucoup de variabilité. Et même on a pu l'identifier dans des céréales qui, globalement, ont la même dénomination légale. Elles vont s'appeler toutes muesli croustillant au chocolat, mais en fonction de la marque, vous allez tomber sur des compositions qui sont extrêmement variables. Et l'objectif du Nutri-Score, c'est de rendre visible cette variabilité dans la composition. Donc, nous, on a mené un certain nombre de travaux pour essayer de valider le Nutri-Score. On s'est appuyé sur 2 cadres théoriques. D'une part, un cadre théorique spécifique pour valider le profil nutritionnel, c'est-à-dire l'algorithme qui permet de classer les aliments les uns par rapport aux autres. Et un deuxième cadre théorique pour la validation du format graphique, c'est-à-dire la traduction de cet algorithme dans le A, B, C, D, E. Donc, il y a 3 étapes principal pour la validation du profil, c'est d'abord de s'assurer que la classification a fait bien ce qu'on lui demande, c'est-à-dire ce que je vous ai montré, c'est-à-dire les produits qui sont qui sont recommandés dans les recommandations nutritionnelles sont plutôt favorisés dans la classement du Nutri-Score, qu'inversement les produits gras, salés, sucrés sont classés plutôt défavorablement. Et ensuite, nous, on a développé une étape supplémentaire qui est de s'assurer qu'on est capable, quand on regarde les régimes alimentaires et la qualité nutritionnelle des produits qui sont consommés, si on a bien une association avec la qualité du régime. Et enfin, la dernière étape, qui est une étape de validation essentielle, c'est dans quelle mesure la qualité des produits qu'on consomme en utilisant ce fameux algorithme est associée à des maladies chroniques, dans l'idée que si on prouve que quand on a un régime alimentaire qui contient davantage de produits qui sont bien classés, on a moins de risques de développer des maladies liées à la nutrition, et bien si on met en place des politiques publiques qui se basent sur cet algorithme, on peut peut-être espérer participer à la réduction du poids de ces maladies chroniques. Encore une fois, tout ça avec beaucoup de prudence. Et ensuite, pour ce qui est de la validation du format graphique, ok, j'ai un score qui va de 0 à 100, comment est-ce que je le traduis? On aurait pu faire une fleur, on aurait pu mettre un chiffre, on aurait pu mettre des couleurs qui n'ont rien à voir avec des informations qu'on détecte immédiatement. Donc, l'idée, c'est de voir dans quelle mesure est-ce que ce A à E, il est utile et efficace. Donc pour ça, d'abord, on s'assure qu'il est capable, le format graphique, son cadre théorique de validation, indique qu'il faut d'abord qu'il soit capable d'attirer l'attention des consommateurs, que les consommateurs perçoivent favorablement l'information qui leur est délivrée et qu'ils la comprennent correctement. C'est-à-dire, ça paraît trivial, mais de comprendre que le A, c'est mieux que le B, que c'est mieux que le C, et ainsi de suite. Et enfin, qu'ils s'en servent réellement au moment où ils font leurs achats et que leur panier d'achat va contenir moins de calories, moins de sucre, de sel et potentiellement plus de fibres. Donc, dans l'équipe, sur les 10 dernières années, 12 maintenant, on a travaillé sur l'ensemble des éléments du cadre théorique. Donc, on ne va pas tout vous montrer parce qu'il y a une masse de travaux qui a été réalisée dans l'équipe et tout le monde a contribué. Ça a été un travail phénoménal de toutes les personnes qui étaient dans l'équipe. On va vous faire juste une petite... On va essayer d'aller un peu vite sur tout ce qu'on a pu faire. Donc d'abord, savoir si le profil il est capable de classer les aliments correctement par rapport à ce qu'on lui demande de faire. Donc je vous avais montré des exemples un petit peu emblématiques avec les céréales du petit déjeuner. On a pu répliquer ces analyses-là de façon un peu plus large, avec des produits issus du marché alimentaire et provenant de toutes les catégories d'aliments. Et donc, on a fait ça dans une base de données de produits qui sont tels que vendus en France, mais on a répliqué les résultats sur beaucoup d'autres pays. Et on a pu montrer que globalement, quel que soit le pays, on a bien une classification qui est cohérente avec les recommandations nutritionnelles. Les fruits et légumes sont toujours classés en A, les produits gras, salés, sucrés toujours en E, et il y a une grande variabilité à l'intérieur de tous les groupes alimentaires, sauf les fruits et légumes, parce qu'eux, ils sont tous A. Et ça a pu être répliqué dans beaucoup de pays, et d'autres équipes ont aussi continué à analyser ça, et on voit, ce type d'analyse a été repris dans le cadre
des études qui ont pu être faites au moment de la mise à jour de l'algorithme pour s'assurer qu'on améliorait l'association avec les recommandations. Et ensuite, cette phase surtout d'association prospective avec la santé, on l'a étudiée dans l'étude Suvimax, dans l'étude Nutrinet, qui sont coordonnées dans l'équipe. On a pu montrer qu'il y avait une association entre la qualité des produits qui sont consommés et une augmentation du risque pour les maladies cardiovasculaires, les cancers, l'obésité, le syndrome métabolique, la prise de poids. Et ça a été répliqué et les résultats sont cohérents entre les deux cohortes. On a pu aussi répliquer ces résultats aussi dans la cohorte internationale EPIC européenne. Et là encore, on avait des résultats qui étaient cohérents avec, encore une fois, une association avec le risque de cancer, le risque de mortalité ou le risque de maladie cardiovasculaire. Donc globalement, on a un corpus aujourd'hui de travaux qui ont conduit une revue systématique de la littérature à considérer que le profil nutritionnel sous-jacent au Nutri-Score avait un niveau de preuve substantiel et c'était le profil pour lequel le niveau de preuve était le plus élevé par rapport aux autres. Donc on a réellement contribué à améliorer et on a conduit aussi à rendre visible un certain nombre de méthodes pour la validation de ces profils nutritionnels. En ce qui concerne les formats graphiques, alors on a aussi, là aussi contribué à changer un peu les perspectives côté recherche parce que jusque-là, souvent, les logos étaient testés contre rien. Alors, un peu comme Archana disait, tout est mieux que rien quand il s'agit de logos parce que n'importe quoi fait mieux que zéro. De toute façon. Donc on a apporté l'idée qu'il fallait comparer l'efficacité des logos les uns par rapport aux autres. Alors, comme on est dans des politiques publiques, régulièrement, nous, on fait face aussi à des lobbies qui ont tous proposé des logos très différents. Et donc, bon, au bout d'un moment, on a arrêté de les comparer parce que ça commençait à devenir un petit peu la foire d'empoigne. Mais on a comparé avec beaucoup de formats et des formats qui sont utilisés au niveau international. Et globalement, on a trouvé systématiquement que le Nutri-Score était celui qui était le plus facile à identifier, le plus simple à trouver. Et puis, c'était le format préféré, en particulier des populations qui étaient les plus éloignées de l'information nutritionnelle. Et ça, c'est essentiel. On a parlé de politique publique équitable. En alimentation en particulier, c'est le cas. Quand on voit la difficulté de traduire l'information qui est à l'arrière du paquet, on sait que c'est les catégories de population les plus favorisées qui sont capables de traduire les recommandations qu'on leur donne ou de traduire ce qui est à l'arrière du paquet dans des comportements plus favorables à la santé. L'objectif là d'un système simplifié, c'est réellement de s'assurer qu'elle est disponible et efficace pour tous. Et là, le Nutri-Score était celui qui, en tout cas, n'aggrave a priori pas les inégalités sociales de santé. Un des travaux très importants qu'on a conduits, c'est les travaux sur la compréhension objective et la comparaison de la compréhension objective entre différents formats. Donc, on a comparé ça dans 12 pays. On a utilisé 4 logos qui sont des logos qui sont utilisés dans le monde, donc le Nutri-Score côté français, les Traffic Light, le deuxième qui est utilisé en Grande-Bretagne, les étoiles, le Health Star Rating System qui est utilisé en Australie et en Nouvelle-Zélande, les warnings et un système numérique qui est celui qu'on connaît aussi, qui était utilisé jusqu'à récemment par l'industrie agroalimentaire. Ce qu'on a pu montrer, c'est qu'on a fait d'abord 12 pays, on a rajouté 6 pays européens parce qu'on avait vraiment des questions autour du contexte européen spécifique. Et on a regardé dans quelle mesure, en montrant 3 produits différents qui étaient classés différemment avec les 5 logos, dans quelle mesure est-ce que les participants étaient capables de les classer dans l'ordre de leur composition nutritionnelle. Et ce qu'on a pu montrer, c'était que quel que soit le pays et quelle que soit la catégorie de produits, le Nutri-Score était celui qui était associé à la meilleure augmentation de la capacité des individus à classer et donc à identifier les produits de meilleure qualité nutritionnelle en comparaison avec ces formats-là. Enfin, des travaux qu'on a fait, entre autres en lien avec une autre équipe du CRES, l'équipe Methods, on a développé un supermarché en ligne. Donc, c'est Info Oura ou Info Carrefour, où il n'y a que 700 produits, mais dans lequel on est capable finalement de modifier ce qu'on propose aux individus. Donc, on peut présenter, par exemple, des produits avec un logo en face avant des emballages. On pourrait changer les prix si on voulait. Et donc, on a répliqué cet essai dans 3 populations spécifiques, chez les étudiants, les personnes avec un faible niveau socio-économique ou les personnes qui souffrent de maladies liées à la nutrition, l'obésité, les maladies cardiovasculaires.
Et on leur a proposé de faire leurs courses dans 3 supermarchés différents en fonction du bras de randomisation dans lequel ils se situaient, soit avec le Nutri-Score, soit avec rien du tout, soit avec ce qui était proposé par les industriels. Et ce qu'on a pu montrer, c'est que dans les 3 groupes, qui sont des groupes cibles, en particulier les personnes en situation, avec un faible niveau socio-économique, on améliorait, en utilisant le Nutri-Score en face avant des emballages, on améliorait la qualité nutritionnelle du panier d'achat. Ça, c'est des travaux qu'on a menés, nous. Mais par ailleurs, dans le cadre des discussions qu'il y a pu y avoir autour du Nutri-Score en France, il y a eu 2 essais qui ont été réalisés. Un essai grandeur nature, enfin les 2 essais étaient faits sous l'égide du ministère de la Santé. Donc il y a eu un essai grandeur nature dans 60 supermarchés avec des données collectées qui étaient les tickets d'achat. On ne reviendra pas sur la méthodologie de cet essai, mais autant dire que le Nutri-Score est très robuste aux écarts de méthodologie, puisque même là, il a montré une supériorité par rapport aux autres logos qui étaient testés. Et dans une étude qui a été réalisée par des économistes, là aussi où les participants devaient réaliser un panier d'achat en présence ou en absence d'un logo, on a pu montrer que le Nutri-Score était celui qui était associé à une augmentation la plus importante de la qualité nutritionnelle du panier et surtout qu'il n'y avait pas de perte d'efficacité si on regardait les participants qui avaient les revenus les plus faibles. Donc là encore, on a une indication que le Nutri-Score peut participer, en tout cas n'aggraverait pas les inégalités sociales de santé sur la consommation alimentaire. Donc derrière, depuis que le Nutri-Score a été mis en place en France, en 2022, c'était 62% des parts de marché en volume des marques qui avaient adhéré au Nutri-Score qui étaient représentées en France. On voit qu'il y a une augmentation de la croissance en vente des produits qui sont A et B, plutôt une baisse pour les produits D et E, et ça a été retrouvé aussi dans les supermarchés qui sont adhérents au Nutri-Score, avec une augmentation des produits A et B et plutôt une diminution pour les autres. Par ailleurs, alors ça c'est une étude qui a été faite par l'UFC Que Choisir qui montrait que l'utilisation du Nutri-Score a aussi conduit à des modifications au niveau de l'offre alimentaire avec une amélioration du profil des produits qui sont proposés, des innovations qui contiennent davantage de produits A et B et une réduction des produits D et E avec une réduction du sel, du sucre et du gras qui sont dans un certain nombre de produits. Par ailleurs, un certain nombre de marques adhérentes, en particulier les distributeurs, réalisent énormément de propositions pour pousser leurs adhérents à utiliser le Nutri-Score. On a par exemple Deleuze en Belgique ou Eroski en Espagne qui proposent des réductions sur le panier si vous mettez des produits qui sont A ou B dans votre panier. Je crois que Carrefour le fait aussi en France, avec des réductions qui arrivent dans votre cagnotte si vous achetez des produits A de leur marque. Alors évidemment, c'est de leur marque. Il ne faut pas exagérer non plus. Donc un des derniers travaux qu'on a pu réaliser, c'est là aussi de la modélisation. On s'est dit, que se passe-t-il si on essaye de modéliser les effets qui ont été trouvés dans cet essai randomisé fait par les économistes, si on le modélise sur l'ensemble de la diète, en considérant que les effets qui ont été observés se traduisent directement dans les régimes alimentaires. On a utilisé un modèle de prédiction qui est le modèle PRIME, qui essaye d'évaluer les gains en termes de mortalité liés aux maladies liées à la nutrition. Et donc on a testé, on a regardé les effets associés aux différents logos et on a vu que le Nutri-Score était celui qui était associé à la plus grande diminution du risque de maladies liées à la nutrition avec une réduction d'environ 3,4%. Qui était un peu plus faible que les autres logos. Ce type de modélisation a été reproduite par l'OCDE récemment, qui a pu montrer qu'en utilisant le Nutri-Score, on pouvait projeter une réduction de 2 millions de cas de maladies non transmissibles, avec une réduction significative du poids sur les systèmes de santé attribuables à l'utilisation du Nutri-Score, et avec une amélioration de la productivité, avec une réduction de la morbidité. Et ça, derrière, c'est toi. Merci beaucoup, Chantal. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Donc, le Nutri-Score en France est rentré dans la loi de santé publique. On l'utilise depuis 2017. Aujourd'hui, c'est plus de 1400 marques qui ont adhéré au Nutri-Score. Et il a disséminé également dans différents pays en Europe, puisqu'on a aujourd'hui 6 autres pays de la zone Europe qui l'utilisent aussi comme logo officiel. Et tout ça, donc, basé sur plus de 150 publications scientifiques maintenant, une cinquantaine à peu près de notre équipe, et puis maintenant d'autres équipes
équipes dans le monde qui s'en sont emparées. Donc vraiment un logo issu de la science qui diffuse dans la société. Le challenge, maintenant, c'est que, je ne sais pas si vous êtes au fait des réglementations d'un point de vue alimentation, en Europe, c'est l'Europe qui décide ce qui doit être obligatoire sur l'emballage. Les États membres peuvent choisir d'apposer, de recommander un logo officiel comme le Nutri-Score, mais n'ont pas le droit de l'imposer. Donc le combat maintenant qu'on essaye de mener, c'est de rendre ce Nutri-Score obligatoire en Europe. Parce que, comme vous pouvez l'imaginer, on ne fait pas du name and shame aujourd'hui, mais on va le faire à l'oral, dans ces 1400 marques qui se sont engagées dans le Nutri-Score, eh bien, on n'a pas les Coca-Cola, Pepsi, Mondelez, Ferrero, etc., qui ont un portefeuille de produits plutôt dans le D ou E du Nutri-Score et qui refusent de l'apposer et qui refuseront toujours de l'apposer tant qu'il ne sera pas obligatoire. Donc on essaye autant que possible à notre niveau de faire de la pédagogie, donc avec différents, alors un blog, un Nutri-Score blog pour ceux qui veulent être au fait des dernières recherches, des contre-arguments contre les fake news qu'on peut entendre. Donc c'est traduit, donc il y a français, anglais, espagnol, vous avez tout ça en direct sur Internet. On a fait des vidéos pédagogiques justement pour informer les politiques et des fiches techniques pour qu'ils puissent vraiment reprendre l'information au moment où ils ont à prendre des décisions ou à porter des amendements par exemple. Alors on a quand même un fort soutien de la communauté scientifique internationale, notamment ici par exemple un policy brief du Centre international de recherche contre le cancer de l'OMS qui demande à ce que le Nutri-Score soit rendu obligatoire en Europe, et puis des milliers de scientifiques qui soutiennent et des sociétés savantes également. L'INSERM qui a mis le Nutri-Score en avant dans sa campagne ici de communication et puis dernièrement dans ses messages de communication autour de l'anniversaire de l'INSERM, et puis le Nutri-Score qui a fait son entrée en 2023 dans le dictionnaire, donc c'est montré comme il a diffusé dans la vie quotidienne en France. Il diffuse aussi, et notamment il arrive dans les familles par les enfants qui sont très réceptifs à ce format graphique et coloriel facile à comprendre et qui sont très prescripteurs sur ce que les parents vont acheter à manger dans le foyer. Et donc on était ravis par exemple de constater, c'était dans un atelier fait à la Cité des Sciences, où on racontait ce qu'on faisait en recherche. Ils devaient après modéliser ça avec des briques Lego. Et donc ils ont fait un super marché. Les enfants de 7 à 12 ans, là, j'étais impressionnée, qui ont fait ce supermarché avec des gens qui étaient là avec leur sorte de talkie-walkie téléphone pour scanner les codes barres des aliments, pour avoir le Nutri-Score. Donc voilà, ils ont vraiment intégré le truc et ça diffuse aussi par là. Actuellement, on est en bataille plus que jamais, puisque, donc, je vous disais, il y a des blocages, ne serait-ce que là au niveau français, pour rendre concret la modification de l'algorithme qui va mieux pénaliser les produits sucrés, avec des marques qui s'étaient notamment engagées dans le Nutri-Score comme Danone et qui font machine arrière parce que maintenant l'algorithme leur plaît moins. Certaines marques. En certaines marques, c'est-à-dire qu'ils en gardent quelques-unes. Exactement. Donc, par exemple, ils les gardent sur des produits allégés pour lesquels tout va bien. Et à l'inverse, par exemple, ils souhaitent le retirer de l'Actimel, dont certains Actimel sont aussi sucrés qu'un soda. Donc, maintenant, ils ne sont plus d'accord avec le Nutri-Score. Donc, on a écrit une tribune, notamment là dans Le Monde dernièrement, pour demander à la France, au Premier ministre ici, d'avoir le courage d'aller à l'encontre des règles européennes et de rendre le Nutri-Score obligatoire pour essayer de faire pression et que les autres pays européens suivent. Et puis, il y a un appel donc vous, scientifiques, si vous voulez soutenir cette démarche-là, en allant sur Nutri-Score Blog, vous pouvez signer en tant que professionnel de santé publique cet appel et cette tribune. Et il y a également une pétition, donc il y en a une de Foodwatch, une ONG, et il y a celle-ci également sur change.org pour essayer de faire avancer les choses. Nous, on voulait aussi saluer l'initiative citoyenne donc Open Food Facts. C'est une application qui, vous scannez le code barre des aliments et vous donne plein d'informations, et notamment le Nutri-Score, très utile pour les marques qui ne l'apposent pas. Alors, je repasse la parole, mais très rapide, parce qu'après, il faut qu'on parle d'autres choses. Je vous reparle des pistes. Juste pour dire, on n'a pas fini de travailler sur le Nutri-Score. Ici, on vous présente un petit peu les derniers travaux qui ont été faits. Donc là, je salue Barthélémy, parce que c'est sa diapo de thèse, donc bravo, d'une part. Mais il a aussi participé très largement à valider le nouvel algorithme qui a été mis à jour en 2023 par le comité scientifique. Donc là encore, on a pu reprendre l'ensemble du cadre théorique de validation du profil nutritionnel. Et on a revalidé la nouvelle version du Nutri-Score, qui est aussi bien, voire mieux que le précédent.
Il y a un projet qu'on a en collaboration avec le laboratoire éducation et promotion de la santé à l'université Sorbonne Paris-Nord et le laboratoire de recherche en économie et en gestion à Orsay, pour essayer d'identifier les usages de l'information nutritionnelle pour les populations défavorisées et leur proposer de co-construire des interventions qui leur seraient utiles pour s'approprier l'information nutritionnelle et entre autres le Nutri-Score. Par ailleurs, on a un projet actuellement qui a démarré avec Methods à nouveau dans le cadre de la Joint Action Prevent NCDs qui est montée par la Commission européenne, pour essayer de faire un petit peu un bilan des méthodes qui ont été employées et des cadres théoriques qui ont été développés dans le cadre de l'évaluation de l'efficacité des logos, en se disant est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'aboutir à un consensus sur à quoi ça devrait ressembler, entre guillemets, une recherche sur les logos d'information en face avant des emballages, ce d'autant que les chercheurs qui travaillent sur ces thématiques-là sont des chercheurs qui viennent soit de l'épidémiologie comme nous, soit des chercheurs en marketing, des économistes, donc avec des disciplines extrêmement différentes et souvent des cadres de fonctionnement pour lesquels on n'a pas forcément les mêmes terminologies et pourtant on souhaite évaluer la même chose. Merci. Donc, moi, je voulais simplement, en quelques minutes, très rapidement, mais élargir un petit peu le scope. Ce qu'on vous a montré là, le Nutri-Score, c'est un outil qui est extrêmement important au niveau individuel, c'est-à-dire qu'il va permettre aux personnes de faire des choix éclairés. C'est très important et c'est sur quoi également on travaille à la fois au niveau de l'équipe et au niveau du PNNS, Programme National Nutrition Santé. On a besoin aussi de mesures plus collectives, c'est-à-dire faire évoluer, transformer radicalement les systèmes alimentaires et l'offre à laquelle les personnes ont accès au quotidien. Il ne suffit pas juste de leur dire « Ok, il faut manger des fruits et légumes et regardez, vous n'avez qu'à regarder le Nutri-Score, c'est facile ». Il faut aussi des politiques qui vont, par exemple, ici, réguler, interdire, ce qui a été fait dans le PNNS, les distributeurs de produits gras, sucrés, salés et de coca dans les écoles, de taxer ici les boissons sucrées. Vous savez qu'il y a un débat à l'heure actuelle sur l'élargissement de cette taxe en France, ou encore de réguler le marketing, la publicité pour les enfants et le reste de la population. Donc, si vous voulez aller plus loin, en tout cas dans les questions de stratégie, de quelle politique on pourrait mettre en œuvre pour améliorer la santé publique via la nutrition. Il y a un excellent rapport du Haut Conseil de la santé publique qui a été là, remis à jour récemment dans le cadre de la SNANC, de les réflexions sur la stratégie nationale alimentation, nutrition et climat, qui donne plein d'idées également sur le comment est-ce qu'on pourrait utiliser le Nutri-Score, pas seulement à des fins d'étiquetage, mais aussi se servir de l'algorithme Nutri-Score pour réguler la publicité, le marketing, afficher le Nutri-Score dans la pub. Donc il y a des choses qui bougent à ce niveau-là à l'heure actuelle. Et pour élargir un petit peu plus les choses encore, les recherches qu'on conduit dans l'équipe, là, le Nutri-Score, c'est basé sur le gras, le sucre, le sel, etc. Donc, c'est des choses effectivement très fortes. On en était déjà, c'était suffisamment mûr pour déjà mettre en place là, ce logo. Mais il y a beaucoup de choses qui avancent et qui avancent très rapidement en ce moment sur d'autres dimensions de l'alimentation. Ce sont les recherches ici qu'on conduit dans l'équipe et qu'on conduit notamment grâce à l'étude Nutrinet Santé. Donc c'est une étude que certains d'entre vous doivent connaître, qu'on a menée depuis 2009 avec aujourd'hui plus de 179 000 participants qui renseignent régulièrement avec des questionnaires vraiment précis, détaillés. C'est ce qui fait vraiment la force et l'originalité de cette étude, leur consommation alimentaire, leur comportement lié à l'alimentation. Et on a aujourd'hui, depuis le début de cette cohorte, plusieurs milliers de cas incidents. On a aussi une biobanque du sang, plasma, du microbiote intestinal maintenant sur 10 000 personnes. On est en train de finir la collecte là-dessus. Et une extension aussi de cette étude au niveau international. Et cette étude-là, au-delà des aspects Nutri-Score, donc ça a vraiment permis de faire changer les choses, et je l'ai encore pu le constater donc, la semaine dernière à Sciences Po, ou encore j'étais à l'Imperial College mardi sur toute une session de réflexion internationale sur les aliments ultra-transformés, donc ces aliments qui contiennent notamment des additifs cosmétiques ou autres substances qui, c'est pas forcément que de la junk food, il peut y avoir des yaourts ou des biscottes aux céréales qui sont ultra-transformés, donc ce sont vraiment deux dimensions complémentaires. Eh bien, les travaux de Nutrinet ont permis, pour la première fois, de montrer les liens avec le risque de cancer, maladies cardiovasculaires, diabète, des études qui ont fait l'objet d'une commission d'enquête parlementaire en France et de multiples auditions à l'Assemblée nationale, au Sénat et au Parlement anglais aussi dernièrement, et qui font vraiment évoluer les choses en termes de recommandations et en termes de réflexion sur les politiques publiques.
Et ils ont maintenant été confirmés par plus de 80 études dans le monde. Et on est en train maintenant d'essayer de continuer à enfoncer le clou en comprenant les mécanismes de tout ça, de tout ce qu'il y a derrière l'impact de ces aliments ultra-transformés, de cette alimentation industrielle sur la santé, et notamment en creusant la piste des additifs alimentaires. Là, c'est un projet ERC où on a pu montrer des relations entre nitrites, édulcorants, émulsifiants et santé. Et ce sont des choses qui ont directement impacté, par exemple, le fait que l'aspartame soit maintenant reconnu cancérigène possible par le Centre international de recherche contre le cancer. Il y a aussi tout un ensemble de... J'ai fini. On nous avait dit 30. Mais tout un ensemble de travaux qui sont faits par les collègues de l'équipe sur la durabilité, sur l'impact sur l'environnement de notre alimentation, à travers le projet BioNutriNet, à travers le fait qu'on comprenne mieux l'impact du fait de manger bio qui protège par rapport au risque de cancer, de diabète, et c'est le cas également, dans l'autre sens, augmentation de risque de pesticides sur les cancers, le diabète par exemple, et sur le fait que maintenant, dans les recommandations, on ne s'intéresse plus seulement à l'impact sur notre santé, mais aussi à celle de la planète. Bon, ok. Je pense qu'il va falloir ça. Donc, si vous voulez, on a fini. Bientôt, des recherches sur les matériaux au contact des aliments. L'importance, je suis désolée, mais je suis obligée de le dire, notamment par rapport à la remarque d'Archana, cette recherche-là, elle peut être faite que financée par le public, sans conflit d'intérêt. Si vous regardez les recherches sur boissons sucrées, obésité, elles ont 5 fois plus de risques de conclure qu'il n'y a aucun problème si elles sont financées par l'industrie. Et je vous invite à lire le livre de Serge Herzberg si vous êtes intéressé par ces questions de conflit d'intérêt. Et je vais remercier l'ensemble de l'équipe qui, évidemment, porte et réalise tout ce travail au quotidien. Merci beaucoup. Merci beaucoup.